Toute personne rêve de posséder une version des modèles Range Rover, au design luxueux, élégant et très distinctif sur la route. Matt Armstrong conclut une affaire audacieuse en achetant lors d'une vente aux enchères, à moitié prix, une version haute performance du Range Rover SVR, modèle 2021. Assurez-vous d'abord que vous êtes abonné à Turbo, puis découvrons l'histoire de ce Range Rover bleu. La voiture arrive sur un camion de transport. Dès le premier regard, la couleur est très remarquable. Il l'a acheté pour 31 000 $. L'aile du côté de l'accident est légèrement endommagée, mais l'avant a été entièrement détruit lors de l'accident. Il est écrit sur le pare-brise que la voiture a été volée, ce qui signifie que l'agresseur l'a gravement endommagée. Sur YouTube, on trouve des vidéos de personnes volant des voitures de luxe et jouant avec comme dans un jeu vidéo, conduisant inévitablement à des accidents destructeurs. Heureusement, la voiture était accompagnée de ses clés, ce qui est un excellent point. L'inspection commence pour évaluer l'état du véhicule. L'enchère indique que le moteur ne démarre pas. Beaucoup de voitures volées ont leur tableau de bord cassé et les fils sectionnés pour permettre le démarrage, mais ici, tout est intact et propre. Tous les airbags se sont déployés lors de la collision. L'examen de l'huile avant de démarrer est crucial, mais ce modèle, comme les nouveaux modèles, n'a pas de jauge d'huile externe. Cependant, il n'y a aucun signe de fuite d'huile. Il utilise donc un chargeur externe pour continuer l'inspection. Les phares avant captent l'électricité. La voiture a parcouru 43 000 km. Il essaie de démarrer et appuie sur le bouton de démarrage. It started, It's running! even though the auction said it didn't. Oh, it's struggling. De manière surprenante et confortable, la voiture démarre du premier coup, mais la combustion est irrégulière et finit par s'arrêter. Le moteur s'éteint complètement de lui-même. Il passe la transmission en marche arrière et descend la grosse voiture de la dépanneuse. Plusieurs voyants s'allument. Le voyant de vérification du moteur, le capteur de pression des pneus, un niveau bas de liquide de refroidissement et un problème avec les phares avant. Il entre la voiture dans le garage qui passe tout juste par la porte. Bien que la voiture ait avancé par sa propre puissance sans être remorquée, c'est généralement le début du défi. Le véhicule est équipé d'un moteur de 5000 cm3 associé à un superchargeur. Pas de turbo classique ni de compresseur d'air, une configuration typique des versions anglaises. Ce puissant système produit 560 chevaux et permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, un chiffre impressionnant pour une voiture de cette taille. En ouvrant le coffre, il découvre que la batterie est profondément enfouie. Il se souvient que, lors de l'allumage des phares, la lumière vacillait, un signe clair que la batterie est à plat et doit être remplacée. Il recharge les connexions avec un chargeur externe et connecte la prise de diagnostic à l'appareil. Une multitude de codes d'erreur apparaissent, dont beaucoup sont liés au système de sécurité activé lors de l'accident. Beaucoup de ces erreurs sont dues à la faible tension provenant de la batterie, et il est également clair qu'il y a un problème avec l'alternateur. Il tente de redémarrer le moteur. Engine lights off. Il remarque que plusieurs voyants, dont celui de vérification du moteur, ont disparu. Le moteur tourne désormais de manière stable, contrairement à la première tentative, donc il doit remplacer la batterie par une neuve. La situation semble stable, mais ce n'est pas si simple. Du liquide de refroidissement fuit par l'avant. Il coupe le moteur après s'être assuré qu'il fonctionne correctement, puis examine les dégâts à l'avant et soulève la voiture à la hauteur maximale. Il découvre des fissures dans les pièces en plastique à l'avant. La catégorie enregistrée du véhicule indique qu'il n'y a aucun problème avec la structure ou le châssis. Il pense qu'un bras de suspension est tordu, mais en vérifiant l'autre, il constate qu'il a la même apparence, ce qui confirme que c'est le design original. À l'arrière, tout est intact, y compris la suspension pneumatique. Il abaisse la voiture et démonte les charnières du capot, qui est conçu de manière impressionnante en fibre de carbone avec des ouvertures pour évacuer la chaleur. Il continue à retirer le pare-choc avant endommagé. Logiquement, toute pièce endommagée doit être remplacée. Il retire les supports et les fixations des radiateurs latéraux et inspecte minutieusement chaque boulon sous la voiture. Il déconnecte tous les fusibles électriques et dégage les connexions des refroidisseurs d'huile ainsi que les tuyaux de climatisation. Plusieurs petits refroidisseurs sont reliés par des conduits. Ensuite, il parvient à retirer complètement l'ensemble avant. C'est alors qu'il découvre les dégâts à l'avant. Le cadre en plastique du ventilateur est complètement cassé, avec un seul grand ventilateur encore intact. L'extension du châssis est endommagée,
et l'un des tuyaux est coupé. Mis à part cela, les dommages restent raisonnables. À l'intérieur, le revêtement latéral qui se fixe sur la porte a besoin d'un bon nettoyage. Pour remplacer les airbags déployés, il est nécessaire de retirer entièrement le tableau de bord. Il commence par retirer les sièges avant pour libérer de l'espace de travail. Ces sièges sont de type sport, style bucket seats. Il continue en détachant le volant depuis la colonne et retire le cœur du volant avec le sac d'airbag. Derrière, il découvre que l'emplacement des câbles a fondu en raison de la chaleur générée lors du déploiement de l'airbag. Ensuite, il démonte la console centrale, retirant les cadres en plastique de tous les côtés. Il enlève l'écran principal au centre, ainsi que l'écran des paramètres de divertissement au-dessus. De nombreuses vis de différentes formes et tailles fixent le tableau de bord, ce qui complique le démontage sans une bonne organisation pour ne pas perdre leur emplacement. Il y a plusieurs vis inaccessibles de l'intérieur du véhicule. Le propriétaire agit rapidement, casse la vitre pour accéder aux vis depuis le dessus. La vitre était déjà brisée sur le côté, donc cela n'a pas vraiment d'importance. Le travail progresse rapidement et le capot recouvert de cuir est finalement démonté. La voiture semble complètement désossée, surtout après avoir vidé l'intérieur à l'avant. Il retire environ 50 vis du tableau de bord, qui se détachent du cadre métallique. Il retire les caches latéraux pour accéder aux mécanismes de la ceinture de sécurité, qui se sont verrouillés en raison de l'explosion des cylindres de sécurité lors de l'accident. Il démonte les deux ceintures avant, dont le mécanisme est plus grand que la normale. Ensuite, il passe à la deuxième rangée de sièges, retire complètement la banquette arrière et sort les dossiers, qui sont divisés en deux parties. Il découvre beaucoup de saleté sous les sièges. Il enlève une vis dans un coin arrière du véhicule qui maintient la sangle de la ceinture, puis retire tout de l'autre côté pour accéder à la deuxième vis de fixation. Au début, il n'imaginait pas qu'il démonterait tout l'intérieur de la voiture à ce point. Malheureusement, ce n'était pas seulement l'intérieur, car de nombreux câbles ont été coupés de leur connexion. Le propriétaire entreprend donc la tâche de ressouder et reconnecter ces circuits à leur longueur d'origine. L'étape suivante consiste à s'attaquer au toit panoramique, qui est d'une très grande taille. La voiture a été heurtée par le haut, détruisant tout le pare-brise. De l'intérieur, le propriétaire retire le revêtement de chaque coin pour extraire la grande couverture du plafond. La plupart des composants intérieurs sont désormais sortis et placés dans le garage. Le propriétaire conclut une affaire en achetant un tableau de bord intact avec les airbags latéraux. Cependant, ce tableau ne possède pas les mêmes options, notamment l'affichage tête haute, HUD, qui projette des informations importantes sur le pare-brise en temps réel. Le nouveau tableau est dépourvu de cette option, ce qui le rend nettement moins cher. En pensant pouvoir remplacer simplement le couvercle, il se rend compte que l'espace pour l'installation est différent. Il revend donc le tableau de bord inutilisable et achète le même modèle correspondant à sa voiture. Le tableau de bord est essentiellement une surface vide sur laquelle sont installés les systèmes et les unités de contrôle. Il procède ensuite au remplacement de l'écran HUD et de son unité de commande. À ce stade, la question se pose. Combien coûte cette option HUD? Son prix varie en fonction de la taille, de la technologie et du modèle, mais pour une Range Rover, cela tourne autour de 2 500 $ en moyenne. Il possède l'airbag passager d'origine en bon état et remet le tableau de bord en place. Il filme le processus en accéléré, mais rencontre des difficultés pour aligner parfaitement toutes les vis dans leurs emplacements. Le panneau de la console centrale reste ouvert à l'avant, car l'unité de contrôle des airbags n'est pas encore installée. Il achète un airbag intact pour le volant, complétant ainsi la réparation du tableau de bord. En tentant de réinitialiser le système avant-après l'installation des airbags, il échoue à contrôler l'unité via l'ordinateur. Il soulève alors la console avant pour accéder au module de contrôle des airbags, qui est littéralement enterré entre le tableau de bord et la console. Après avoir retiré le module, un membre de son équipe l'emmène dans un centre spécialisé pour restaurer son état avant l'accident, où il travaille sur le logiciel. L'étape suivante consiste à remplacer le pare-brise brisé. Il retire les bras d'essuie-glace, soulève le panneau de protection et enlève le rétroviseur ainsi que les capteurs intégrés. Avec un fil métallique, il coupe l'ancien joint de fixation et retire l'ancienne vitre. Il applique ensuite un gel adhésif sur tout le pourtour et installe une nouvelle vitre. L'équipe utilise également un œil expert pour retirer le verre du toit panoramique. Malheureusement, il y a une bosse sur l'armature du toit qu'il redresse à froid avant de retirer le couvercle du coffre. La pièce est en aluminium, donc il utilise un marteau pour redresser la surface. Le conduit d'air en plastique est cassé, donc il le laisse à l'extérieur. Le ventilateur nécessite une méthode spécifique pour le retirer.
Ce ventilateur n'est pas électronique, mais relié à la courroie du moteur pour fonctionner en permanence dès que le moteur démarre, un peu comme l'ancien système d'embrayage de ventilateur sur les voitures classiques. Il doit stabiliser un écrou tout en tournant un autre, mais celui-ci est serré avec une force énorme. Il utilise alors une scie à air pour couper l'écrou, probablement déformé par l'impact, ce qui rend le démontage difficile. Ensuite, avec une perceuse, il perce l'écrou pour relâcher la pression jusqu'à ce qu'il puisse le libérer complètement. Finalement, il retire le ventilateur. L'emplacement est intact après tout cela. Il achète un ventilateur neuf qu'il installe facilement et resserre l'écrou. Il remplace également un morceau de carton déchiré par un nouveau. Son ami conclut une autre affaire en achetant plusieurs pièces endommagées à l'avant, dont le radiateur principal, l'ensemble avant complet, la barre de protection avec le moulage en plastique et les emplacements des capteurs. Il installe le câble d'ouverture du capot, vérifie qu'il fonctionne, connecte tous les faisceaux électriques aux prises correspondantes et fixe la barre de protection au bras. Il achète des phares d'occasion et les monte sur le support des deux côtés. Il teste l'éclairage et la connexion réussit du premier coup. Inutile de dire que les phares de la Range Rover sont très chers et leur apparence est impressionnante. L'étape suivante consiste à vérifier les fuites dans les tuyaux et les durites. Ensuite, il remet tous les couvercles en place et remplit le réservoir de liquide de refroidissement à l'avant. Il soulève ensuite la voiture et retire la plaque métallique sous le moteur pour vidanger l'huile. Après avoir terminé, il resserre le bouchon de vidange. Le moteur nécessite 8 litres d'huile. Il remplace également le filtre à huile, qui est une cartouche fixe où seul l'insert est remplacé. Il remplit également un fluide hydraulique spécial pour le système de barre stabilisatrice de la voiture. Toutes les fluides sont maintenant en ordre. Lorsqu'il tente de retirer la roue du côté de l'impact, les écrous sont grippés et ne tournent pas. Il utilise donc une barre de rupture et frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce que les gros écrous se desserrent enfin. Il enlève les roues et retire le revêtement intérieur endommagé. Il remplace ensuite un nouveau couvercle pour l'environnement de la roue et repeint le capot dans la couleur d'origine de la voiture, tout en conservant la section en fibre de carbone visible au centre. Il abaisse le capot jusqu'aux charnières. En réalité, le capot a un aspect impressionnant. Bien que la voiture ne soit pas conçue pour la course, l'ajout du pack carbone lui donne un look très agressif. Il lisse également l'impact sur la surface du toit, où la fine couche s'est fissurée, en effectuant de nombreux petits points de soudure pour réparer cette zone. Lorsqu'il a installé un airbag, il l'a connecté à une prise secondaire sous la console au lieu de son emplacement correct. Cela a permis à la voiture de démarrer, mais a entraîné un blocage de la colonne de direction. En tentant de diagnostiquer la panne, un incident dangereux s'est produit. Les airbags latéraux se sont déclenchés des deux côtés. Bien que leur couverture soit moindre par rapport aux airbags frontaux, ils restent extrêmement dangereux. J'ai lu auparavant que la force G générée par l'explosion de l'airbag principal peut atteindre 30 G, ce qui explique pourquoi ces airbags ne se déploient jamais si la ceinture de sécurité n'est pas attachée. Leur puissance dépasse souvent celle de l'impact lui-même. C'est la première fois que cela lui arrive sans raison apparente, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'intervention à l'intérieur du véhicule. Les autres airbags pourraient également se déclencher. Le principal suspect est son ami qui a réinitialisé l'unité de contrôle. Mais une mauvaise installation des capteurs de collision avant pourrait aussi être en cause. Finalement, le véritable problème réside dans l'inversion des prises lors de l'installation. En voulant éloigner la prise du module principal situé près de la console, il a provoqué l'explosion des airbags latéraux. Le coût de remplacement de ces airbags s'élève à environ 1 500 $, sans compter le temps et les efforts nécessaires. Pour corriger toutes les erreurs précédentes, il remet chaque élément à sa place d'origine et effectue un remplacement complet. Cependant, la colonne de direction reste bloquée. Il installe la garniture du plafond et replace le cache du coffre arrière. Après cela, le volant se débloque. Il soulève la voiture pour l'emmener à l'atelier de carrosserie, ajuste correctement les 4 ceintures de sécurité et change les bandes pour la couleur bleue de la voiture. Il remet en place tous les sièges, y compris ceux de la cabine avant, et sécurise la zone avant avec des câbles et des garnitures. Tout le système électrique fonctionne parfaitement. Il reconnecte la batterie et la voiture démarre sans problème. Aucun voyant gênant sur le tableau de bord, aucun bruit suspect nécessitant une réparation. Il achète un capot en fibre de carbone d'occasion, dont le prix original est de 1 000 $. Cependant, un problème inattendu survient. Le ventilateur qu'il vient d'installer se détache. Il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement, mais il remarque que la poulie de fixation du ventilateur est complètement cassée. L'espace est très restreint après l'installation.
Le support métallique qui maintient le ventilateur se brise en deux. En démontant le support fixé au bloc moteur, il constate que la pièce, faite de fer, était soit trop fragile, soit fissurée à cause de l'accident. Mais ce qui est totalement imprévu, c'est que le bloc moteur lui-même se fissure et qu'un morceau se casse à cause de ce choc. Le projet entier jusqu'à présent a coûté 45 000 $. Peu importe la raison pour laquelle le ventilateur s'est détaché, il est clair que le moteur doit être retiré pour une inspection plus approfondie. Il commence par retirer la plaque métallique inférieure, démonter le système d'échappement, puis déconnecter l'arbre de transmission. Il détache tous les raccords entre les composants du moteur et la carrosserie et enlève les boulons de fixation sous différents angles. En abaissant la voiture à un niveau inférieur, il débranche les conduites de carburant et retire rapidement les longues vis du sous-châssis. Ensuite, il extrait l'ensemble du système de propulsion en le soulevant avec un cric et un support hydraulique. Il déconnecte le radiateur et le cadre du ventilateur depuis l'avant, ce qui révèle une fissure importante dans le bloc moteur en aluminium. La solution la plus simple serait de souder la partie cassée sur place, mais étant donné que la fissure se trouve au niveau d'un point de fixation, cela ne garantirait pas la fiabilité du moteur. La solution la plus complexe, mais plus sûre, consiste à acheter un moteur entièrement neuf, coûtant 7 500 $. Ce nouveau moteur, plus puissant et plus lourd avec un compresseur sur le dessus, nécessite de retirer complètement la transmission de l'ancienne voiture. Il démonte de nombreux verrous et connexions, abaisse le tuyau d'échappement et le reste du système. Il soulève ensuite le moteur et l'éloigne du cadre inférieur, retirant ainsi l'ensemble du groupe motopropulseur. Il revient au moteur, retire toutes les bougies d'allumage et commence à rapprocher le carter des ouvertures de fixation. Il serre ensuite tout cela avec une clé dynamométrique. Il remet en place le système de refroidissement à l'avant, y compris le ventilateur du moteur précédent. Ensuite, il abaisse la carrosserie sur le moteur, insère les boulons à leur place et reconnecte l'arbre de transmission. Il vérifie minutieusement tout ce qu'il avait démonté auparavant, remplit à nouveau tous les fluides et s'assure que tous les éléments essentiels sont en place avant de démarrer le moteur pour la première fois après le remontage. Cependant, le bruit du moteur était très étrange, indiquant un problème nécessitant une nouvelle inspection et un ajustement. Il tente de redémarrer une nouvelle fois pour comprendre l'origine du problème. Un bruit de cliquetis et une pression inhabituelle persistent, ce qui le pousse à craindre de devoir remplacer un troisième moteur pour cette voiture, alors qu'il venait tout juste de terminer le remontage. Cependant, grâce à leur expertise en réparation, ils identifient rapidement la cause. Une usure excessive des coussinets des bielles, ces pièces en forme de demi-lune. En cas de problème de lubrification, ces coussinets surchauffent, créant un espace vide qui permet à la bielle de bouger dans son logement, générant ainsi ce bruit caractéristique. عطل من مستوى انجن فيلير هيتطلب تغيير المحرك بالكامل. بيتواصل مع البائع Il retourne le moteur défectueux et récupère son argent. Avec la voiture désormais sans moteur, il décide d'opter pour la solution initiale, plus simple mais moins fiable, réparer le bloc moteur fissuré. Cependant, ils font appel à un expert spécialisé dans la réparation des fissures de moteur pour effectuer cette tâche délicate. La première étape consiste à préparer la surface endommagée en lissant et en éliminant les bords tranchants. Comme la partie cassée à l'extérieur du bloc n'a pas d'importance fonctionnelle, elle n'est pas réparée. L'expert remplit la cavité avec du métal en soudant progressivement jusqu'à ce qu'une nouvelle structure se forme. Cette méthode demande une grande expertise. Après la phase de soudure, la zone est nivelée pour s'aligner parfaitement avec la pièce qui sera fixée dessus. À l'aide d'une perceuse, un trou profond est créé pour insérer une tige filetée en acier, assurant ainsi la solidité de la réparation. Avec cette approche, la pièce est pratiquement comme neuve. Une fois le moteur prêt, il réassemble le système de propulsion pour la troisième fois et réinstalle l'ancien ventilateur, tout en s'assurant qu'il est solidement fixé. Plein d'enthousiasme, il procède au démarrage du moteur. Et enfin, après tant de difficultés, le moteur démarre en douceur, produisant un son profond et magnifique. Le modèle SVR, la version la plus puissante de la marque Range Rover, émet un bruit distinctif, sans aucune modification.
Il achète un revêtement en fibre de carbone pour le rétroviseur, installe le toit avant qui était cassé et répare également la petite bosse à l'arrière. Il achète un pare-choc de la même couleur impressionnante que la voiture, le fixe avec des clips à l'arrière et ajoute au-dessus les petites grilles emblématiques de Range Rover. Ainsi, la réparation est un succès. La voiture affiche un look à la fois luxueux et très sportif. La seule chose encore visible est le capteur de pression des pneus. Il part pour un essai routier avec la voiture et, pour célébrer la fin des réparations et le début de son voyage, il décide de changer les 4 jantes. Il opte pour des jantes géantes de 23 pouces avec des pneus au design spécifique pour affronter une aventure tout-terrain intense dans le désert. Il expédie la voiture pour rejoindre son équipe en Espagne. En récupérant le véhicule, il doute de la capacité de ce Range Rover, semblant tout droit sorti d'une autre époque. Depuis l'Espagne, il organise un transport maritime pour acheminer la voiture vers le Maroc, car il n'a pas pu le faire directement depuis l'Angleterre, en raison de problèmes logistiques et portuaires. Il inspecte minutieusement la zone soudée pour s'assurer de sa solidité avant de se diriger vers le désert du Sahara. Après une journée entière de conduite, il atteint sa destination. La marque Land Rover affirme que ses véhicules peuvent tout accomplir, même gravir des montagnes. Il décide donc de mettre cette promesse à l'épreuve par lui-même. Mais comme on dit, le cheval dépend de son cavalier. Si nous voulons parler de la modification pour affronter le désert, il faut évoquer les véritables rois du désert. Nous nous arrêtons ici avec Armstrong, mais restez à l'affût pour une grande vidéo sur le monde de l'off-road dans les pays du Golfe. Vous pouvez également nous recommander quelqu'un ayant réalisé un projet de modification spécialement pour le désert. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à cette minute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et voilà, à bientôt.